Rachel Dufour, c'est la compagnie Les Guêpes Rouges. Elle est juste là, on va aller discuter avec elle, elle a plein de choses à nous dire. Moi, mon regard sur ta compagnie, c'est plutôt une compagnie qui a un succès d'estime important, mais qui n'est pas encore une grosse compagnie très reconnue. Voilà, t'en es où toi aujourd'hui? On en est exactement à cette charnière-là. L'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est une grosse structuration des capacités de production, donc des capacités de diffusion de la compagnie. Voilà. C'est-à-dire qu'on est à cet endroit-là où moi je suis maintenant effectivement sur une réelle reconnaissance des propositions artistiques. Et ces propositions artistiques, on n'arrive pas à les faire connaître suffisamment pour qu'il y ait une réelle reconnaissance de l'enjeu économique et territorial global au sens national de la compagnie. Il n'y a pas de thématique propre au travail des Guêpes Rouges, d'abord parce que ceux avec qui on travaille, c'est de la matière vivante. Donc c'est avant tout les artistes qui sont dans cette compagnie, et qu'est-ce qu'on rencontre, qu'est-ce qui arrive dans notre vie, qu'est-ce qui arrive dans ce pays, dans le monde en général, et comment tout ça vient irriguer un désir artistique. C'est aussi le propre, pour moi, du spectacle vivant, du théâtre. C'est qu'à un moment, parler face à des gens, c'est un acte de réflexion dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'on retourne les miroirs, quelque part. Ce qui fait sens, effectivement, c'est ce travail de se dire, à ce moment-là, aujourd'hui, là où on en est, là où est l'histoire du théâtre, là où est l'histoire du théâtre institutionnel aussi, et donc là où est l'histoire du public par rapport à ce théâtre-là, moi je suis à un endroit que j'invente pas, qu'il y a plein d'autres compagnies qui mettent en pratique depuis de très nombreuses années, qui continuent à le pratiquer aujourd'hui. Je suis à l'endroit où se pose la question de comment on se parle, et pourquoi on se convoque, et pourquoi on se met face à face les uns les autres. Et comment tu gères à la fois ce positionnement d'artiste et tout le travail, toute l'administration, toutes ces questions qui n'ont pas grand-chose à voir finalement avec l'artistique? La réalité, c'est que quand on devient directeur d'une compagnie, en plus d'être metteur en scène ou artiste dans une compagnie, on passe 70% de son temps là-dessus, au détriment du temps de travail artistique. Et qu'en même temps, c'est un enjeu fondamental. Et je trouve important que les artistes gardent cette soient impliqués, voilà. ne soient pas aussi là-dedans, dans leur petite bulle de création et complètement coupés des enjeux économiques. C'est quoi la vie d'un metteur en scène, Rachel? Alors, Donc ça veut dire que toi, tu partages ton temps entre la création, la mise en scène, enfin tout le travail artistique, mais que tu penses que en gros, tu ne peux pas tout déléguer la direction, parce qu'en effet, il y a un sens aussi, il y a un sens à tout ça, et que l'artiste doit avoir son regard là-dessus, mais que tu souhaiterais, pour structurer ta compagnie, t'appuyer sur des compétences un peu techniques pour dégager de ton temps. Mais ça, c'est évident. Là, par exemple, je vais donner un cas très concret. Depuis une dizaine de jours, on a une stagiaire qui va travailler pendant 2 mois et demi avec nous sur la diffusion de Quoi l'amour, de la dernière création. Et déjà en 10 jours, elle fait un travail qui pour moi représente 4 mois de travail, parce que toutes ces heures mises bout à bout en 10 jours, moi c'est du temps que je n'arrive jamais à dégager. C'est capital de pouvoir engager quelqu'un pour le faire. Et pourquoi vous ne le faites pas alors? Parce qu'on n'arrive pas à dégager les marges budgétaires pour le faire. Parce qu'il y a une économie du spectacle aussi qui fait qu'aujourd'hui dans cette région, quand on voit un spectacle de 1 500 €, il y a beaucoup de programmateurs ou de diffuseurs qui disent c'est trop. L'économie d'une compagnie comme la tienne, c'est quoi? Et puis moi ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on parle un peu de la question du soutien public de cette économie via les subventions. Il faut toujours se dire que le spectacle visible, c'est la surface de l'iceberg, c'est 20% du travail. Et souvent, la difficulté des subventionneurs publics ou des mécènes, c'est qu'ils ne s'attachent qu'à la partie visible. Donc ils ne veulent subventionner que ce qui est visible. Mais le visible n'existe par définition que grâce à tout ce qui est souterrain et qui va le pousser à apparaître. Donc voilà, un des enjeux économiques complexes du spectacle vivant. Alors sur ces 70 000 ou 50 000 € annuels, nous on peut considérer que les subventions viennent, selon les années, entre 40 et 60%. Le reste c'est des ressources propres, c'est-à-dire c'est de la vente. Alors, on a bien compris, donc on parle de vente, on parle d'économie, donc on parle de marché, et c'est bien de parler des spécificités peut-être de ce marché-là. Une compagnie de théâtre, quand elle monte son produit, quand elle crée son produit, qu'elle y réfléchit, etc., tout ce travail qui ne se voit pas, la logique voudrait que ce travail soit rémunéré au moment de la diffusion, du moment du contact vers le public.
Qu'est-ce qui, à ton sens, qu'est-ce qui justifie ce particularisme de ce marché du spectacle vivant? Alors, sans rentrer dans une grande conception de l'économie de la culture et qui encore varie selon les secteurs, celle du disque n'est pas du tout la même que celle du spectacle vivant par exemple. Si aujourd'hui, moi, je veux que quand les gens viennent voir le spectacle, ça finance le travail de création, la vie de la compagnie, le fait qu'il y a un local, le fait qu'il y a une administratrice qui travaille à l'année, etc., et ben je mets un prix d'accès au spectacle qui est de l'ordre de 70 € la place. Donc qui va venir voir un spectacle à 70 € la place? Bon, c'est clair. Ben voilà. C'est clair. Vous êtes une association, vous fonctionnez un peu comme une entreprise. Et finalement, peut-être que la question, c'est que cette part d'argent public, qui n'est pas négligeable, mais qui n'est peut-être pas aussi importante qu'on veut parfois bien le croire, comment elle est identifiée par rapport... tu as parlé de coût plateau, on peut aussi parler de coût spectateur. Et c'est vrai que des fois, c'est peut-être pas facile à lire, pas facile de définir et de savoir quelle est la part d'argent public. Voilà, l'argent de nos impôts, il finance à quelle hauteur tout ça. Toi, ta proposition, c'est d'aller vers des aides à la production. Donc c'est plus de lisibilité. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système... Et plus de cohérence aussi peut-être pour l'intervention publique. Oui, et puis on est dans un système aujourd'hui d'aide à la création qui sont conditionnées. Donc aide à la création, donc on a de l'argent pour créer un spectacle, pour faire simple. Et cette aide à la création, elle est conditionnée pour la moitié de sa partie, 50% de la somme, à de la diffusion. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de produire 5 contrats de diffusion ensuite pour avoir 50% de la somme restante de l'aide à la création. Et moi, je trouve que ce serait plus dynamique d'inverser le processus, c'est-à-dire d'avoir une aide à la production sur N-1, année-1 de création, donner de l'argent pour chercher des coproducteurs, des cofinanceurs, des dates de préachat, des dates de diffusion, et qu'ensuite le résultat de ce travail d'aide à la production conditionne l'accès ou non d'une aide à la création. Ça me paraîtrait beaucoup plus dynamique et pertinent de se mettre dans cette logique-là. Moi, la réalité, par exemple, de mon travail, c'est en réalité horaire, hebdomadaire, c'est entre 60 et 70 heures de travail hebdomadaire par semaine. Sans faire de misérabilisme du tout, c'est vrai que c'est un volume d'activité extrêmement dense, en termes horaires, déjà. Après, quand on est en création propre, comme la plupart des compagnies, on fonctionne sur des services. Ce qu'on appelle un service, c'est 4 heures de travail, et c'est en général 3 services dans la journée, c'est-à-dire 12 heures de travail dans la journée. Ça pendant 4 à 5 semaines d'affilée. Alors souvent on est en dehors de la loi, c'est-à-dire que souvent c'est 4 à 5 semaines avec très peu de jours de pause, on ne s'arrête pas le samedi dimanche, parce que là aussi à petit budget on est obligé de compresser le temps de travail pour en tirer le maximum. Ça veut dire que c'est un travail qui a un vrai engagement, ça veut dire de la passion, ça veut dire voilà... Tu peux nous raconter un peu comment t'en es arrivé là, toi? Oui, c'est un véritable engagement dans le sens où c'est sûr que si on fait ce métier pour devenir riche, on s'est trompé. Pour la notoriété, on s'est trompé aussi. Aujourd'hui, le théâtre n'apporte ni notoriété ni richesse financière, j'entends. Donc, faut oublier ça. C'est un véritable engagement. Moi, par exemple, j'ai démissionné de l'éducation nationale. J'étais prof de lettres, en même temps que j'ai fait des études au conservatoire. Donc, j'ai toujours mené ces deux choses un petit peu parallèlement. Donc, tu étais casée, quoi. Ouais, j'étais casée, quoi. Voilà, je pouvais être fonctionnaire à vie, sauf que c'était un endroit qui, moi, ne me satisfaisait pas, ne m'enrichissait pas suffisamment par rapport à ce que le théâtre m'apportait. Par exemple, on ne travaille pas au service d'une structure qui génère sa propre énergie. C'est que c'est nous qui insufflons toujours notre énergie à la structure. Et que si on arrête d'insuffler cette énergie, la structure, elle s'arrête aussi. Elle n'a pas de fonctionnement propre, autonome, contrairement à une entreprise, par exemple. Où le salarié, voilà, s'il est malade pendant 3 mois, la structure ne va pas arrêter de fonctionner. Nous, si. Donc c'est cet enjeu-là. Alors l'autre côté de la pièce, c'est aussi que c'est une formidable liberté de travail, que c'est un travail d'un enrichissement, d'un épanouissement personnel extrêmement riche. Voilà, donc il y a les deux côtés. Donc en gros, c'est dur, mais tu te plains pas. C'est un vrai choix. Spontanément, on pourrait se dire, bon, le secteur culturel, et puis en particulier le secteur artistique, c'est quand même des gens qui sont plutôt, je dirais, entre guillemets, progressistes, quoi, qui sont conscients de, voilà, qui ont envie de mettre le doigt sur les inégalités, sur les discriminations, etc., etc. Puis quand on regarde la structuration, en effet, du monde professionnel, on s'aperçoit que c'est pas tellement rentré dans les esprits. Enfin,
tu as parlé des femmes, on peut parler aussi des gens d'origine immigrée qu'on voit très 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 peu être intégrés ou faire des choix professionnels dans le secteur culturel. C'est vrai que pour moi c'est une contradiction ça. Oui, mais là c'est un secteur qui est totalement rattrapé par la société française, là où elle en est aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas combien d'élèves noirs ou beurs par exemple au conservatoire en art dramatique. Pratiquement aucun. Sur les années précédentes, enfin voilà, c'est absolument minoritaire. Donc là-dessus, ce secteur-là n'échappe absolument pas à la société française telle qu'elle est actuellement. Bah oui, ce secteur-là, il n'est pas dans sa bulle, hein, il est traversé par y compris tous les maux et les difficultés de notre monde.